Au menu ce soir, 600 % plus cher. Un autre dossier numérique connaît une explosion de coûts majeurs à Québec. Le PQ compare la CAQ à un sandwich périmé. Une publicité de bon ou de mauvais goût? On verra ce que nos débatteurs en pensent. Et Donald Trump est-il en santé? Les doutes persistent malgré un président qui tente de se faire rassurant. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère et bienvenue aux débatteurs. Autour de la table ce soir, Déborah, Maude, Jacinthe et François. Bonsoir à vous quatre. Les mots de l'actualité de François et Déborah. François, acceptation. Oui, les mots ne m'aimeront pas, mais Non. je pense qu'il faut accepter que le Canadien nous a donné une belle saison. Mais je regarde aller depuis 2 matchs, là. J'accepte que peut-être la fin est là. Ah oui, tu vas là? Ben, écoute, avec la Dobèche, défaite d'hier à ce point? Dobèche, il nous tient en vie. Ouais, mais pour c'est le vrai, reste, écoute, on se fait dominer, là. On se fait dominer. Pour Dobèche, il faut quand même lui donner ça. Là. Ouais. Hein? Mais je veux qu'il aille plus loin, mais j'accepte que ça pourrait être terminé. Hey, j'espère tellement, ça me fait mal. J'espère Ça me tellement fait que mal. demain soir, ils ne te donneront pas raison. J'espère. Déborah, valeur. J'aurais aimé que François ait des valeurs d'encouragement pour le Canadien, mais c'est plutôt, dans mon cas, valeur pour fidélité à ses valeurs, comme Stephen Guilbeault, ça a été annoncé aujourd'hui Oui. qu'on dirait qu'il va quitter le caucus libéral. Donc, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui nous aura montré peut-être jusqu'à la fin qu'il a été fidèle à ses valeurs, et quand ça a moins bien fonctionné entre FIT avec le parti pour lequel il est député depuis quelques années, là, il quitte. Mais une petite note aussi, c'est qu'il quitte au moment où ça ne fait pas perdre non plus une majorité au Parti libéral du Canada. Donc, En effet, un départ aussi stratégique. Puis il et restera encore un petit bout. Un petit peu pour faciliter une Ça devrait transition. être officialisé le demain. En tout cas, ceux qui sont autour de la table demain. Mais on il va semblerait en qu'il a parler, pris sa bien sûr. décision. Oui. Il semble que la valeur d'un autre projet de transformation numérique ait explosé. Cette fois, il s'agit du coût de l'orchestrateur de Rendez-vous Santé. Est-ce qu'on va assister à un autre fiasco comme ça clique? Pas selon la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, qui a dû défendre ce nouveau dépassement de coûts aujourd'hui. Résumé, Laurence Royer. Ce matin, l'étude des crédits budgétaires du ministère de la Santé a été bousculée par la publication d'un article de Radio-Canada selon lequel le coût d'un volet du programme Votre santé aurait bondi de 600 %. Alors évidemment, les partis d'opposition ont voulu avoir des clarifications. Et la ministre de la Santé a eu beaucoup de difficultés à répondre. Elle a renvoyé la balle à plusieurs reprises à Santé Québec, même que le député libéral Monsef Déragi a dû répéter plusieurs fois ses questions pour avoir des réponses. On a finalement compris qu'il y a 2 volets à ce projet. Le développement du programme Votre santé, qui, lui, a coûté 18 millions comme prévu, mais c'est un autre projet qui vise à recommencer le travail pour que le gouvernement devienne propriétaire de la solution technologique développée, qui, lui, a coûté beaucoup plus cher que prévu. La ministre de la Santé n'a pas réussi à dire exactement combien ça a coûté, mais admet que ça va au-delà du 100 millions et estime que c'est justifié. Alors, au lieu d'être à la merci constante d'une firme qui développe un produit avec nous et qui va aller le vendre après sur le reste de la planète. C'est ça, l'orientation. Là, je comprends que ça, c'est dérangeant, mais c'est la bonne pratique qu'on est en train de faire. En fait, premièrement, ce qu'on constate, c'est que projet après projet de transformation numérique en santé, le gouvernement a perdu complètement le contrôle et on le voit aujourd'hui, l'explosion de 600 % par rapport au coût initial du contrat. Et parlant de dépassement de coûts, il y a également le commissaire au lobbyisme qui a déposé son rapport spécial concernant le fiasco SACLIC cet après-midi. Il estime qu'il est plus que temps d'agir pour encadrer davantage les lobbyistes. Selon lui, la loi actuelle n'est plus suffisante pour éviter de tels fiascos. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. Jacinthe, dis-moi, est-ce que ça te surprend, ce nouveau dérapage numérique? Ça me déçoit, mais ça ne me surprend pas. On n'a pas l'habitude au gouvernement d'avoir le plein contrôle des projets d'infrastructure en général. L'infrastructure informatique, c'est notre talon d'Achille. Je suis d'accord avec le député Néligan, Monsef Déragi, lorsqu'il dit qu'on a complètement perdu le contrôle de tous les projets informatiques. C'en est un autre exemple. Ouais. Déborah, est-ce que tu es satisfaite
de l'explication de la ministre Bélanger? Ou le manque d'explication plutôt, parce qu'il y a beaucoup de réponses qui n'ont pas été données de la ministre Bélanger. Et je suis très surprise, et je vais même reprendre le terme de Jacinthe, déçue, parce que je n'arrive pas à comprendre comment on veut que des ministres, des élus, des députés cherchent encore des arguments pour expliquer là où clairement il n'y a vraiment pas d'explication et que année après année, ou projet après projet plutôt, qu'on arrive à dépenser avec aussi peu de parcimonie, de décence et d'imputabilité l'argent des contribuables. Ça m'impressionne. Il va falloir qu'on planifie mieux nos projets. Et ça amène la question, est-ce que le gouvernement est assez outillé pour mener à terme ce genre de projet numérique, Maude, selon toi? Bien, moi, je me pose vraiment la question parce qu'on dirait qu'on ne veut pas les donner à des entreprises privées très bien, mais on dirait qu'à l'interne, on a de la misère à savoir où ça s'en va, puis de freiner le projet ou de le rediriger si on perd un peu le contrôle. Donc, je me pose vraiment la question, pourquoi on y va pas plus par petites étapes, on ne fait pas plus de contrôle, d'audit? Comment ça se fait que des grands chantiers d'envergure technologique, on dirait qu'on a de la misère à les mener à terme en respectant le budget? Ça veut dire qu'on n'engage pas les bonnes personnes? Bien, c'est ça, on n'a pas la... Pourtant, on a des compétences. On a des compétences. François, est-ce qu'on devrait instaurer, tant qu'à ça, un moratoire sur tous les projets numériques au gouvernement? Bien, elle a dit plusieurs choses, puis définitivement qu'on devrait mettre un moratoire parce que ça n'a pas de bon sens de dépasser les coûts. L'intelligence artificielle, elle est là, il faut commencer à l'utiliser. Mais ce que je comprends pas de Mme Bélanger, c'est qu'elle dit il n'y aura pas de consultants qui vont venir travailler avec nous pour se partir avec la technologie. Moi, avant de me lancer en affaires, là, il y a plusieurs années, j'étais consultant. Et je travaillais pour des projets comme ça. Je suis jamais parti avec la technologie. J'étais payé pour ma compétence, pour faire accélérer les projets. On dirait qu'on accepte et qu'on embauche des consultants qui vont partir après. Tout est tout croche au gouvernement. On comprend rien. Bien évidemment, la ministre, elle ne comprend rien, elle. My God, j'en ai dit des mots. Oui, hein? Prendre une pause. Hey, vous avez peut-être vu cette publicité hier pendant le match des Canadiens. On regarde. Excusez-moi, mon sandwich a vraiment l'air mauvais. Pouvez-vous le changer? Pas de problème. On se croirait en pleine campagne électorale avec cette offensive du Parti québécois, la formation qui compare, vous allez voir, le bilan de la CAQ à un sandwich périmé. Le message que le PQ veut passer, c'est que malgré les changements au gouvernement, le résultat est le même. Chose certaine, la publicité fait jaser, mais est-ce que ça va se traduire en vote aux élections d'octobre? En tout cas, pour l'instant, Paul Saint-Pierre Plamondon se défend d'utiliser une stratégie de mauvais goût. C'est une pub qui porte sur le bilan réel de la CAQ, qui est catastrophique en termes de gaspillage, d'improvisation et de promesses brisées. Ce gouvernement Legault-Fréchette a bel et bien un bilan de gaspillage des fonds publics éhonté et de promesses brisées, de changement de cap qui démontrent une improvisation. Donc, c'est un message parmi plusieurs que vous allez voir dans une séquence. Bon, François, j'espère qu'il te reste des mots parce que je vais te réagir là-dessus. Est-ce que le PQ est allé trop loin, selon toi? Bien, il a raison, Paul Saint-Pierre, de dire que oui, ce gouvernement-là représente le gaspillage, de dépasser les fonds publics, mais c'est de mauvais goût. En affaires, là, on n'attaque pas nos adversaires d'une façon négative. On montre qu'est-ce qu'on peut faire. Et qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon propose, justement, pour éviter le gaspillage? Il n'en parle pas. On fait juste parler du référendum potentiel. Donc, sa solution, à lui, c'est d'amener de la négativité au lieu d'amener une solution. Voici ce qu'on va faire. Il n'ose pas se prononcer, mais il fait des pubs de mauvais goût. Jacinthe, Maude, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? J'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux que la publicité était scandaleuse. J'ai entendu beaucoup que c'était scandaleux, mais j'ai jamais entendu que c'était faux. Ah. Toi, est-ce que tu trouves ça scandaleux? Je me questionne parce qu'au fond, je trouve ça provocateur. Je suis ambiguë, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut prendre la mesure du chaos économique dans lequel nous a placé le gouvernement actuel. Et c'est pas beau, ça sent pas bon non plus. Maude? Moi, je trouve que c'est un bon coup. C'est créatif, on en parle ce soir. C'est formidable. Alors, c'est audacieux. Sur le plan publicitaire, ça marche. Par rapport à la transmission du message, là, je parle pas du point de vue politique. Mon point de vue, le message en tant que tel. La communication, pour moi, est extraordinaire. Moi, ça m'a fait sourire. Je trouve que c'est une belle allégorie. Puis je trouve que c'est audacieux. Donc, je constate que c'est un bon coup. C'est un bon coup. Je l'écouterai avec du son. Le son de... ça a l'air juteux. Déborah, qu'est-ce que l'image sandwich t'inspire? Définitivement, parce que là où beaucoup de personnes, et je pense que le message c'était ça pour représenter la CAQ, mais moi j'ai beaucoup plus pensé aux citoyens électeurs qui, eux, sont pris en sandwich. Et que ça, c'est pas bon non plus. Par rapport à toute cette grande proportion, on parle de près de 40 qui ne savent pas, non seulement pour qui voter, et qui savent pas qui pourrait représenter une bonne image de futur premier ministre ou future première ministre. Donc moi, je pense beaucoup plus à ces gens-là.
Je n'irai pas jusqu'à les appeler orphelins politiques, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se sentent pris en sandwich. Oui, et rappelons qu'on n'est pas encore en campagne électorale. On va revenir, la question sondage, ça va porter là-dessus tout à l'heure, restez là. L'été à Montréal, c'est la saison des festivals, mais aussi la saison des rues piétonnes. Il y a 7 rues qui seront fermées à la circulation automobile jusqu'à l'automne. C'est le cas, entre autres, des rues Bernard, Mont-Royal, Ontario-Est et Wellington. Mais au-delà de la saison estivale, il y a certains projets qui vont plus loin. C'est le cas de la rue Sainte-Catherine-Est, qui doit devenir piétonne à l'année dans le village entre Berry et Papineau à compter de 2030. Les travaux sont prévus dès l'automne prochain. Ça nous inspire une question. Est-ce que vous êtes pour ou contre la piétonnisation des rues à l'année? C'est la question du grand débat de la demi-heure. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. Bon, aujourd'hui, il a fait beau, quand même. Il a fait chaud. On a eu droit à des températures estivales à Montréal, mais on est, et heureusement, loin de la canicule. En Europe, il y a plusieurs pays qui sont frappés par une vague de chaleur précoce. Déjà, des dizaines de records de température ont été enregistrés au cours des derniers jours. C'est du jamais vu au mois de mai. On a même recensé, malheureusement, plusieurs décès. Reportage, Sabrina Rivet. Tous les moyens sont bons pour se rafraîchir, que ce soit à Vienne, en Autriche, ou à Paris et en Bretagne, où touristes et citoyens doivent jongler avec cet épisode caniculaire. C'est une catastrophe. En vrai, ça va, mais... Pas trop habitué, justement, mais bon, faut dire ce qui est, la Terre reprend ses droits. Cet épisode de chaleur est totalement inédit et historique. On n'a jamais observé un tel épisode météorologique de chaleur avant au 1er juin. Depuis la fin de semaine dernière, un large anticyclone a généré un dôme de chaleur au-dessus d'une partie de l'Europe, ce qui fait augmenter la chaleur de jour en jour. Cela témoigne de cette situation exceptionnelle. En France, 13 départements ont été placés en vigilance orange canicule. À Londres, un nouveau record de température a été enregistré pour un mois de mai, soit 35 degrés. I've been forecasting for nearly 20 years and I just feel like, we're just constantly seeing new records broken, particularly with temperatures, but perhaps heavy rainfall events as well across not just the UK, but around the world. And we will be looking, our climate scientists at the Met Office will be studying this event. Plus de 300 records mensuels de chaleur ont été battus. En Espagne, par exemple, les gens adaptent leur horaire en conséquence des pics de chaleur. Les gens débutent leur journée beaucoup plus tôt, vers 7-8 heures le matin, pour la terminer en début d'après-midi, vers 14-15 heures, 14 heures maximum, et éviter donc de travailler aux heures les plus chaudes de la journée, particulièrement pour les gens qui travaillent en extérieur. Les Européens ne sont pas au bout de leur peine. Le mercure pourrait atteindre 38 ou même 39 degrés mercredi. Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Maude, quand tu regardes ça, tu te dis c'est quoi, encore une fois, une nouvelle démonstration du dérèglement climatique? On n'en fait pas assez. On aime donc ça, opposer économie et environnement, alors que pour notre qualité de vie, pour notre futur, il faut que les deux se règlent, en fait. Parce que là, les enjeux climatiques, on les repousse toujours à cause des urgences immédiates qu'on a. Puis c'est vrai qu'on les a, le logement, l'inflation, l'épicerie, l'essence, ça, je comprends. Mais éventuellement, il va falloir s'y attaquer parce que c'est planétaire. Ça ne va pas s'arrêter. Mais il y a des coûts reliés à ça. Est-ce qu'on a les moyens d'en faire davantage pour l'environnement? On a essayé, La filière batterie était s'enligner pour ça. La beauté, c'est que Trump est le plus grand, moins grand, plus grand des... un peu, il faut choisir mes mots. Il n'est pas le plus grand défenseur du climat, mais avec ce qu'il a créé avec en Iran, a fait exploser fait exploser les ventes d'auto électriques. Donc, on s'en va dans cette direction-là, mais on peut pas nier que l'économie puis le climat doit aller en soi. Puis en même temps, on a gelé ici cet hiver. Il ne faut pas l'oublier. Il faut faire attention à des épisodes aussi. Oui, on voit en tout cas qu'il y a des changements climatiques. Ça bouge. Il faut s'adapter. Comment on peut mieux s'adapter à Saint-Ève? C'est ça la clé, s'adapter? Oui, parce qu'il y a des pays dans le monde où ils vivent sous cette chaleur-là en permanence ou en plus grande quantité de temps, plus grande quantité de jours. Et ils survivent et ils réussissent à s'adapter. Donc, je pense que c'est ça le message, c'est de s'adapter, trouver les solutions appropriées plutôt que de vouloir... donc, vraiment adapter notre mode de vie comme ils font en Espagne. Et de la climatisation, Déborah, c'est beaucoup plus rare en Europe. Les villes n'ont pas été conçues pour prendre ces éléments-là. Est-ce qu'il faudrait faire accélérer la climatisation?
C'est sûr que je dois rester cohérente avec un débat qu'on a déjà eu ici à ce sujet-là. Je vois mal comment on doit accélérer cette adaptation dont on parle avec des objets qui eux-mêmes sont un peu des paradoxes ou en contradiction avec la préservation environnementale, en adéquation avec... On climatise l'intérieur, mais on surchauffe l'extérieur. Mais on surchauffe l'extérieur, donc à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Alors, s'adapter autrement. De différentes façons. Notre sondage Express, je vous l'avais dit, ça porte sur la publicité du PQ. Comment vous trouvez la publicité négative du PQ à l'endroit de la CAQ? Allez répondre à la question pendant la pause. On aura les résultats au retour. Également, on s'intéresse au bilan de santé de Donald Trump et d'une importante réunion qu'il va tenir demain à la Maison-Blanche. Tout ça avec Valérie Beaudoin après la pause. Alors, comment trouvez-vous la publicité négative du PQ à l'endroit de la CAQ? Vous avez répondu bonne à 27 mauvaise à 73 Parlons du président américain qui vient de subir son 3e bilan de santé en 1 an. Donald Trump a fait savoir sur Truth Social que ça s'est parfaitement bien passé, en fait, ce bilan-là. Il faut dire que de plus en plus de gens s'interrogent sur son état. À quelques jours de son 80e anniversaire, c'est le plus vieux président jamais élu aux États-Unis. On va en parler avec notre débatteuse et spécialiste de politique américaine, Valérie Beaudoin, qu'on retrouve. Salut, Valérie. Salut. Alors, malgré cette sortie de Donald Trump sur son bilan de santé, les doutes subsistent, hein? Ben oui, absolument. Puis c'est un peu les mêmes doutes, peut-être pas pour les mêmes exactes raisons, mais qu'on avait aussi avec Joe Biden. Donc les gens restaient dans le camp républicain qui scrutaient à la loupe ce qui se passe avec Biden. Là, on le voit dans le camp démocrate. Mais il y a ces fameux bleus sur les mains qu'on essaie de camoufler avec du maquillage. Il y a eu un certain moment des petits boutons, des rouleurs dans le cou. Les gens se sont interrogés à savoir c'était quoi de l'enflure. On a dit qu'il y avait finalement un problème au niveau des veines, mais il n'y avait rien de grave, un problème vasculaire non grave. Mais il y a quand même, oui, une espèce d'inquiétude qui subsiste. Bon, je vais finir par le dire. Tantôt, c'est François qui cherchait ces mots. Là, c'est rendu moi. Alors, je suis dans le même club que François que j'entendais juste avant. Ça va la santé, Valérie? Bien, moi, ça va. Je pense que c'est la fatigue, moi. Justement, je m'en allais là. Alors, je m'en allais là parce que, justement, j'allais dire qu'il y a aussi des petits roupillons, par moment, des petites siestes qu'on peut voir. Et ça aussi, peut-être que j'en ai besoin d'un peu plus. Mais ça aussi, on se questionne sur l'énergie du président. Voilà. Mais quand même, 80 ans, c'est pas rien. Il n'y a pas de loi qui dicte aux États-Unis ce que doit ou non dire, révéler le président sur son état de santé? Ben, en théorie, on doit être transparent. Il y a vraiment une évaluation qui se fait, mais on le sait par l'histoire. On a vu qu'il y a eu des cachotteries de la part de présidents, des choses qu'on apprend plus tard. Par exemple, Ronald Reagan, on a appris son diagnostic d'Alzheimer des années plus tard. Il y a des membres de sa famille qui ont confirmé qu'ils le savaient pendant le mandat. Peut-être même la même chose pour d'autres présidents. On va le savoir peut-être dans quelques années. Rapidement, je vais faire réagir François là-dessus. François, est-ce que l'état de santé du président t'inquiète, toi? Bien, il y a 80 ans. C'est normal qu'il y ait des problèmes de santé. La plupart des gens en Amérique du Nord, à partir de 60 ans, ils commencent à avoir des problèmes de santé pour les dernières 20 prochaines années. C'est normal. S'endormir, là, c'est pas un problème, parce que moi, je m'endors pas mal partout, puis j'ai une très, très bonne santé. Non, il faut pas. Non, parce qu'on me tient en vie. Tu comprends que... Est-ce que ses partisans à lui se questionnent? Selon toi, sur son état de santé? Bien, je pense... Oui, moi, je pense qu'il y en a certains qui vont se questionner. Je pense pas que c'est une question partisane. Je pense qu'à un moment donné, toute la question de la transparence, comme disait Valérie, c'est important. Et quand on parle que 60 des Américains qui doutent de sa capacité mentale et plus de 50 de sa capacité physique, à un moment donné, là, c'est à travers les États-Unis. Oui, c'est venu également dans le temps de Joe Biden, ces questionnements-là. Bon, Valérie, on revient sur le président. Sur un autre sujet, il affirmait ce week-end qu'il y a une entente qui était imminente avec l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Pourtant, il y a eu des frappes américaines hier soir. Et là, ce qu'on comprend, c'est que Donald Trump a convoqué son gouvernement à une importante rencontre demain. Qu'est-ce qu'on en sait? Bon, c'est vraiment difficile à déchiffrer. On le sait, avec ce conflit-là, on a tout et son contraire dans le même 24 heures. Alors, ce qu'on disait, c'est qu'on était pratiquement rendu à une tournure de phrase, une petite virgule, un point à la fin. On allait s'entendre sur une espèce de mémorandum, d'entente, de réouverture du détroit d'Ormuz pour 60 jours. Ouverture complète pour négocier une paix durable, disait-on. Ouais. Et là-dedans, on incluait un dégel des avoirs iraniens, donc quelques milliards de dollars qui revenaient dans les poches du gouvernement iranien. Ça, c'est ce qui circulait. On disait que ça allait bien, mais on n'était pas si pressé que ça. Et finalement, on voit des frappes. On disait que c'est de la légitime défense. Mais est-ce que c'était vraiment ça ou pas? On n'a pas le fin de l'histoire. Il reste une vingtaine de secondes maximum. C'était soir de primaire républicaine au Texas. C'était un test pour Donald Trump?
Oui, un test qu'il a passé haut la main parce que ça démontre une fois de plus le pouvoir qu'il a au sein de son parti. Il a appuyé un candidat. C'était pas lui le plus populaire. C'est lui qui a gagné. Victoire écrasante de Ken Paxton, procureur général du Texas. Scandale après scandale. Et malgré tout, c'est lui qui a gagné haut la main ce soir face au sénateur actuel. Merci beaucoup, Valérie. Là, tu peux aller te coucher. Pas te reposer. Bientôt, merci d'avoir été avec nous ce soir, Citan. Bye-bye. Bye. Jacinthe, selon toi, là, dans le dossier de l'Iran, à quoi on peut s'attendre au cours des prochains jours? Ça va bouger parce que Donald Trump a convoqué son cabinet en réunion de très haute importance demain. Ça devait avoir lieu à Camp David, mais ça a été finalement à cause de la météo transporté à la Maison-Blanche. Mais déjà, ça annonce une réunion exceptionnelle. Et ça se présente immédiatement, quelques jours après qu'il ait rebroussé chemin et qu'il ait décidé de ne pas aller au mariage de son propre fils en fin de semaine. Ouais, pour toi, donc, ça t'envoie des signaux qu'il y a quelque chose d'important. Tu es d'accord, Déborah, en quelques quelque secondes? Chose d'important, mais ça peut être tout et son contraire, comme Valérie vient de dire. C'est pas évident. On va suivre ça avec intérêt, c'est certain. Vous avez des commentaires à partager avec nous ou des idées de débat? Écrivez-moi, voyez mon adresse apparaître à l'écran. Ouais, des éternuements, des yeux qui piquent, la saison des allergies est commencée. Saison de plus en plus longue et plus intense. Il y a quand même 25 des adultes qui en souffrent, selon l'Institut national de santé publique du Québec. La cause principale, je vous le donne en mille, de le fait que ça soit plus intense, ce sont les changements climatiques. Et rien pour aider les allergiques, c'est le défi Pissenlit tout le mois de mai, durant lequel on vous invite à ne pas couper votre gazon pour aider les abeilles. On parle de plus de CO2. Donc ça, c'est un effet aussi qui est dû à nos activités humaines, qui a cause à effet d'augmenter donc le réchauffement climatique, et de par ce réchauffement climatique qui déplace les saisons, qui les allonge. Plus de CO2 invite aussi les plantes à capter plus de CO2 et donc de dégager beaucoup plus de pollen. Bon, il y a des allergiques autour de la table? Pas moi. Non? Moi, oui. Ah oui? Oui, mais je me médicamente très bien. Ton conjoint, Lé? Exactement, oui. Et c'est plus intense cette année pour lui aussi? C'est beaucoup plus intense. J'ai vu ça en fin de semaine et même moi, je pensais que j'attrapais quelque chose tellement c'était intense. J'avais l'impression que c'est très proche ou même assez intense comme des symptômes grippaux, mais beaucoup plus loin que ça. Non, c'est très intense. Oui, il ne faut pas oublier la petite pilule le matin. On a l'impression que chaque année, c'est de plus en plus intense. Quand même, on l'entend autour de nous. Là. La saison est plus longue. Là, on a eu un printemps plus froid, là, mais souvent, le printemps est plus hâtif. Les gels arrivent plus tard. Donc, la saison est plus longue. Puis à cause de ces deux, comme il l'expliquait, les symptômes sont plus forts. Oui. Des abeilles? Ne pas tondre la pelouse? Normalement, je ne tombe pas parce que je profite. Les abeilles, là, cet hiver, malheureusement, toutes mes abeilles sont décédées. Donc, j'ai recommandé de nouvelles ruches. Donc, j'ai pas. Là, je coupe le gazon en campagne, mais ça, normalement, je le garde. C'est super beau. Et toi, je te fais pas commenter la coupe de gazon. Allez voir sur YouTube, vous allez retrouver ça. Faites bloopers débatteurs, tondre ou pas le gazon. Vous allez trouver ça. Il y a de quoi se marrer pendant quelques minutes. Voilà comment on a vu l'actualité du jour à vos cellulaires, tablettes, place au grand débat. On va parler de piétonisation des rues. Ça commence dans 30 secondes.